Le compte à rebours est lancé. La mobilisation massive doit se poursuivre d'ici le 20 juillet. Mettez TVL hors de danger. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. 2 crises ont éclaté ces derniers jours à la Maison-Blanche. Hier, Donald Trump, le 14 juillet, a menacé la Russie de droits de douane secondaires de 100% si son homologue russe ne concluait pas un cessez-le-feu dans les 50 jours. Et la semaine passée, l'affaire Epstein a rattrapé Trump qui ne veut pas en entendre parler, mais qui voit sa base MAGA sérieusement menacée. Pour en parler, je reçois Nicolas Taki. Nicolas Taki, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous venez de publier votre premier ouvrage aux éditions Perspectives Libres, le projet Atlantiste, un plan contre la paix dans le monde. Vous remontez aux sources du projet Atlantiste. Nous allons évidemment en parler là, dans l'immédiat. Évoquons ces questions d'actualité, cette pression en fait des faucons américains et européens qui poussent Trump à sanctionner la Russie. On a le sentiment, Nicolas Taki, d'être en plein dedans, d'être en plein dans ce projet Atlantiste. Ai-je compris la question ? Alors, ce que nous assistons, c'est que Trump souhaite une paix à ses conditions, mais le souci, c'est que la Russie a aussi les siennes. Et notamment, c'est la neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire pas de présence de l'OTAN, pas d'intégration à l'OTAN. La question, bien évidemment, des territoires, les 4 oblasts qui feront partie de la Fédération de Russie, et enfin ce qu'il appelle la dénazification, c'est-à-dire en fait la dissolution des groupes bandéristes. Et Vladimir Poutine ne renoncera pas à ces prétentions, et donc la solution, c'est de trouver une solution diplomatique qui puisse contenter les deux. Et j'espère qu'on pourra trouver une sortie à ce conflit qui, je le rappelle quand même, a dépassé le 1 million de soldats russes et ukrainiens, soit blessés, soit tués. C'est 1 million de pertes au total, un conflit qui ne peut pas durer indéfiniment selon vous. Il y a cette affaire Epstein que j'évoquais à l'instant aussi. Cette affaire Epstein, que vous évoquez d'ailleurs dans votre essai, c'est une autre affaire qui vient toucher Trump indirectement. L'affaire Epstein agite l'opinion américaine et surtout la base MAGA de Donald Trump. Elle met en péril la présidence Trump, selon certains commentateurs. Pour que tout le monde ait cette affaire à l'esprit, Nicolas Taki, je vous propose un résumé des derniers rebondissements. Déception dans les rangs trumpistes. Le président américain avait promis des révélations sur l'affaire Epstein, mais le 7 juillet dernier, le département de la justice et le FBI ont finalement publié une brève note de 2 pages discréditant toutes les théories du complot. Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019 et accusé de trafic de mineurs auprès de l'hyperclasse mondiale, se serait donc bien suicidé, mais les trumpistes et Elon Musk croient qu'une liste de clients a été cachée pour protéger des personnalités comme Bill Clinton ou encore Bill Gates. Le patron de Tesla avait clamé que le nom de Trump figurait dans le dossier Epstein. Piqué au vif, le président américain a coupé court à une question sur l'affaire le 8 juillet lors d'une conférence de presse. Et le 12 juillet, il a pris la défense de la procureure générale Pam Bondi, qui avait pourtant indiqué en février dernier détenir la liste des clients d'Epstein sur son bureau. Alors, Tucker Carlson, journaliste incontournable de la droite américaine, allié de Donald Trump pendant les longs mois de la campagne présidentielle, a clairement douté de la version officielle. Il ne pense pas, précisons-le, que Trump figure sur la liste, mais il a pointé l'hypothèse d'une appartenance au Mossad ou à la CIA de Jeffrey Epstein. Certains diraient que c'est une hypothèse du complot, mais en tout cas, vous, Nicolas Taki, vous semblez aussi y croire. C'est ce que vous avez évoqué dans votre essai, Nicolas Taki. Pourquoi ? Et puis surtout, pourquoi avoir évoqué cette affaire Epstein dans votre volumineux ouvrage ?
Alors, pourquoi j'ai abordé cette affaire? Parce que, en fait, j'explique, c'est dans mon chapitre 14, c'est que j'explique l'incroyable hypocrisie concernant la défense de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, quitte à les imposer parfois à coups de bombe, comme en Irak, qui a fait des centaines de milliers de morts. Et de l'autre côté, on laisse ce genre de monstre qu'est Jeffrey Epstein, qui, rappelons-le, a mis en place un trafic sexuel international incluant des mineurs qui aurait fait au moins 1 millier de victimes, qui, sans toute vraisemblance, a eu la protection de certains services de renseignement. Vous l'avez évoqué, la CIA et le Mossad. Et, ça reste une hypothèse. Cela reste une hypothèse, mais en tout cas, c'est ce que avance Tucker Carlson. Mais aussi, la question, c'est concernant son assassinat, parce que vous avez suivi récemment le fait est que le mémorandum du FBI et du ministère américain de la Justice, comme quoi il n'y a pas de liste d'Epstein, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, sachant que lorsqu'il est décédé, il y a eu donc les caméras qui sont éteintes, et les gardiens qui ont regardé ailleurs, on ne sait pas. Et enfin, autre zone d'ombre, que sont devenus les 577 millions de dollars, la fortune d'Epstein, après sa mort? Ça, ce sont des zones d'ombre qui n'ont pas été élucidées à l'heure où nous parlons. Bon, les sources sont quand même relativement minces aussi pour la théorie du complot, hein, sans grandiloquence. On évoque un documentaire américain, on évoque 7 minutes, enfin vous évoquez d'ailleurs 7 minutes, Nicolas Taki, d'absence de vidéo. Pam Bondi, donc la procureure générale, évoque tout simplement une erreur technique. Peut-on quand même accorder le bénéfice du doute à Pam Bondi, au FBI et au département de la justice américain ? Certes, on peut accorder le bénéfice du doute, mais d'autres commentateurs, je pense notamment au journaliste américain Dylan Howard, qui a écrit un livre sur l'affaire Epstein, dont le titre c'est l'affaire Epstein aux éditions Le Jardin des Livres, qui revient justement sur le probable assassinat de Jeffrey Epstein, maquillant suicide. Et notamment le fait est qu'il y a eu une deuxième expertise concernant son corps et notamment les traces d'une fracture de l'os hyoïde située en dessous à la mâchoire inférieure. Et ce genre de suicide par pendaison, on ne le retrouve pas, ce genre de fracture, on le retrouve souvent dans les meurtres par strangulation. C'est ce qu'avance en tout cas Dylan Howard. Ce qu'avance Dylan Howard. Pour vous, Trump est menacé par cette affaire Epstein? Sa base MAGA est quand même déconcertée? Disons que ça peut le déstabiliser parce qu'il s'était engagé à apporter de nouvelles avancées concernant l'affaire Epstein et du coup cela laisse un sentiment d'amertume en ce qui concerne sa base MAGA. Alors, vous avez donc évoqué cette affaire dans votre ouvrage, le projet Atlantis, je le rappelle, le projet Atlantis, un plan contre la paix dans le monde pour dénoncer l'hypocrisie de cette hyperclasse occidentale. J'en reviens à votre intention dans cet essai. Votre intention, si je vous ai bien compris, et corrigez-moi, je vous prie, Nicolas Taki, c'est que le basculement du monde est en cours, mais il ne faut pas désespérer. Les premières lignes de votre ouvrage vont dans ce sens-là. Nous assistons donc à un choc, si j'ai bien compris, à la concurrence entre deux promesses d'ordre mondiaux. Tout à fait. Nous assistons à la grande bataille de ce siècle, c'est-à-dire le monde unipolaire d'un côté et le monde multipolaire de l'autre. C'est ça que j'essaye d'expliquer dans cet ouvrage. Et j'explique, c'est quoi en fait la thèse de mon ouvrage? C'est le projet fou de certaines élites, notamment les néoconservateurs américains et les mondialistes, de vouloir démanteler le plus grand État du monde, la Fédération de Russie, en une quarantaine d'États. Et pour cela, ils ont appuyé une structure qui s'appelle le Forum des Nations Libres de Russie, mais qui est devenu après le Forum des Nations Libres de la post-Russie. C'est un peu comme la Yougoslavie, on met un poste à ce genre de pays. Et ce forum a publié une carte présentant les divers nouveaux États de cette nouvelle fédération, dont le plus comique, c'est les États-Unis de Sibérie et aussi la République baltique de Königsberg qui remplacerait l'oblast de Kaliningrad. Et
c'est ce forum, les protagonistes du forum, vous avez ces deux personnages, Monsieur Andrius Almanis et Monsieur Vadim Stepa. Alors, Monsieur Almanis, il faut savoir qu'il a passé pendant 17 ans dans les forces armées lituaniennes, qu'il a été membre du Parti de la Liberté et récemment, il a intégré le mouvement libéral, c'est-à-dire deux partis politiques lituaniens qui sont rattachés au groupe Renew. Et enfin, Monsieur Vadim Stepa, lui, il est chroniqueur pour 2 antennes régionales de Radio Free Europe, Radio Liberty, et il est analyste à la Jamestown Foundation. Et quelle est la Jamestown Foundation ? C'est une organisation qui a été créée durant la guerre froide, qui était chargée de la collecte de renseignements et aussi chargée de faire des transfuges soviétiques. Et elle est présidée actuellement par M. Peter Mattis, qui a été conseiller principal au National Democratic Institute et qui est rattaché à la National Endowment for Democracy. Et enfin, il a été analyste du contre-espionnage pour la CIA. Et c'est l'un des principaux sponsors de ce forum. Donc, nous voyons que ce forum a des ramifications aux États-Unis, mais aussi à Bruxelles, et notamment par le biais de cette dame, Madame Anna Fotyga, qui appartient... Donc, polonaise. C'est ça, tout à fait. Ancienne eurodéputée polonaise. C'est ça, l'ancienne eurodéputée polonaise. Elle a fait partie du groupe ECR. Elle était même secrétaire générale, c'est-à-dire c'était la numéro 2 du groupe, la première étant une certaine Giorgia Meloni. Et elle a même appartenu à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Donc voilà toutes les ramifications, c'est ce que j'explique dans mon livre. Il n'y a pas que, bien évidemment, mais... Démantèlement espéré de la Russie. Alors, Kirill Boudanov, le dirigeant des services de renseignement militaires ukrainiens, s'est fait l'écho de telles thèses. D'ailleurs, il a partagé, il y a quelques années, la carte, que nous verrons d'ailleurs, la carte du démantèlement de la Russie. J'aimerais en venir à un propos que vous avez dit, Nicolas Taki. Vous avez dit, c'est important, que ça peut sembler fou, ce projet. Mais il y a des échos, et dans votre ouvrage, vous revenez sur des hypothèses passées qui n'ont peut-être pas eu lieu, mais qui permettent de faire circuler des informations. Dans les années 90, les Américains, les néoconservateurs américains ont évoqué des projets de remodelage du Moyen-Orient qui a donné lieu à la guerre en Irak. Oui, tout à fait. Vous faites sûrement allusion à la fameuse... au PNAC, mais surtout à la fameuse carte de la frontière de sang qui était sortie en 2006 et qui projetait une recomposition du Moyen-Orient sur les critères ethnico-religieux. Je pense que, si je me rappelle bien, cette carte, c'était le lieutenant-colonel Ralph Peters, si je me rappelle bien. Ah, vous vous en rappelez mieux que moi, alors, en tout cas. Ce projet-là se base sur peut-être des arguments qui ont une certaine part de vérité, d'une certaine manière, comme toujours d'ailleurs. Ce qui est souvent à la reprocher à la Russie, c'est d'être une puissance impériale, mais surtout une puissance coloniale. C'est l'argument massu de ses opposants, de ses détracteurs de la Russie, qu'ils veulent manipuler au point d'abattre, comme vous dites, le premier État mondial. Oui, c'est ça. C'est en fait l'une des rhétoriques de ce forum, c'est qu'il faut décoloniser la Russie. Alors, on pourrait se poser la question, alors s'il faut décoloniser la Russie, est-ce qu'il faudrait aussi décoloniser les États-Unis ? Et est-ce qu'il faudrait décoloniser d'autres puissances ? En fait, toutes les nations, à un moment donné, se sont lancées dans la conquête. Et faudrait-il décoloniser toutes les nations ? Ça n'a pas de sens. C'est un peu la question que je voulais poser. Pourquoi la Russie plus que la Chine ou l'Inde, après tout ? Oui, pourquoi la Chine pas ? est aussi un adversaire des États-Unis. Mais pourquoi ont-ils ciblé en priorité la Russie depuis au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus ? Parce qu'ils considéraient que des deux grands géants de l'Eurasie, que sont la Russie et la Chine, il fallait d'abord s'occuper de la Russie qui, à leur sens, était plus faible, et pour ensuite s'attaquer à la Chine, parce que le projet des membres de ce forum des Nations libres de la post-Russie, c'est aussi de vouloir démanteler la Chine, voire peut-être même l'Iran, et aussi peut-être l'Inde.
C'est en tout cas, certes, c'est les cartes en tout cas qui circulent au sein de ce forum. Ce que vous nous dites, c'est que tout cela entre, enfin c'est ce que vous dites dans votre essai, entre dans un projet atlantiste, donc global, à l'échelle mondiale. Donc la Russie est une cible, mais cela rentre dans un projet général. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez les publications notamment de l'American Enterprise Institute qui détaillent l'axe d'agression, c'est-à-dire Russie, Chine, Corée du Nord et Iran. C'est le nouvel axe du mal qui a été modernisé. Oui, alors l'American Enterprise Institute a en effet beaucoup théorisé dans les années 2000 cet axe du mal. Récemment, en 2024. Mais vous pensez vraiment que ces théories d'axe du mal ont encore de l'écho aujourd'hui à Washington, principalement Washington. Je dis Washington parce que qui dit Washington dit Donald Trump. Vous pensez que ces thèses néoconservatrices, va-t-en-guerre, ont encore de l'écho aujourd'hui en 2025 à Washington, alors que on voit quand même une vague isolationniste avec la révolution Trump. Certes, mais la vague isolationniste peut très bien passer. Et il n'est pas impossible, d'ailleurs c'est ce qu'ils espèrent en tout cas, c'est de revenir dans 4 ans à la Maison-Blanche. Alors, dès qu'il y a une possibilité de crise, c'est pour ça que votre ouvrage est si volumineux, vous évoquez de nombreuses crises passées. Dès qu'il y a une possibilité d'une crise, les réseaux atlantistes, disons, appelons-les comme ça, néoconservateurs, si vous voulez, se précipitent. Vous avez évoqué évidemment l'Ukraine. Nous évoquons souvent l'Ukraine. Nous savons à peu près maintenant comment s'est passée la révolution du grand Maïdan. échiquier de Zbigniew Brzezinski. Alors, si on revient à la théorie, mais vous évoquez aussi un conflit qu'on a complètement oublié, à savoir les conflits tchétchènes, qui sont sortis en fait de notre mémoire contemporaine occidentale. Ce que je voulais vous demander, en fait, Nicolas Taki, c'est comment font-ils, comment activent-ils ces réseaux face à des crises ou pour peut-être générer des crises? Alors, comment ils font? Déjà, ils recrutent des hommes sur place, c'est-à-dire des hommes qui vont être chargés de faire le sale boulot, c'est-à-dire mener la lutte armée. Voilà, premièrement. Ensuite, il y a la communication à travers diverses réseaux, fondations, dont la Jamestown Foundation. C'est ce que j'explique aussi dans mon livre. C'est que la Jamestown Foundation a soutenu notamment les séparatistes tchétchènes lors de la Deuxième Guerre de Tchétchénie par le truchement du Comité américain pour la paix en Tchétchénie, qui était, dont la composition, il y avait toute la clique des néoconservateurs américains, dont les 2 fondateurs du Project for the New American Century, William Criston et Robert Kagan. Ensuite, il y a le soutien discret, mais financier, en tout cas par ce qui est appelé l'aide humanitaire. Voilà. Mais qui peut avoir un double standard. C'est ce que j'explique dans le cas de la Tchétchénie. Alors, encore une fois, dans votre essai, Nicolas Taki, vous évoquez l'importance de l'Ukraine, et de l'Ukraine pour la Russie aussi, et la Russie pour l'Europe. Donc il s'agit encore une fois de démanteler le plus grand pays du monde, c'est quelque chose que vous soulignez. Est-ce que vous pensez que cette hypothèse, jusqu'à quel point cette hypothèse peut-elle être mise en pratique? Très difficile, parce que, comme vous le savez, cela ne s'est pas produit, parce que quel était à la base l'objectif? C'était donc de faire en sorte d'aider l'armée ukrainienne avec toute l'aide militaire de l'OTAN, d'une part, pour que l'armée russe se casse les dents, c'est ça qu'ils espéraient. Et dans un deuxième temps, avec toutes les sanctions financières, espérer un effondrement économique de la Fédération de Russie. Et effondrement militaire et économique devait conduire à l'effondrement politique, au renversement de Vladimir Poutine et à la possible dislocation de la Fédération de Russie. Changement de régime, dislocation. Changement de régime, voilà. Et vous pensez que la Russie en avait conscience ? C'est assez probable, et de toute manière, vous avez pu le constater qu'après 3 ans de conflit, ce projet n'a pour l'instant pas abouti et qu'il est semble clairement s'éloigner. Et qu'il est en train de s'éloigner. À la fin de sa vie, vous évoquez Brzezinski il y a quelques instants. En 2012, il est mort en 2012, il plaidait pour un grand Occident. Vous l'évoquez dans votre essai. Dans Strategic Vision, son dernier livre. Pensez-vous que c'est une forme l'intention de ce projet? Ce projet de Grand Occident aurait pu émerger après la fin de la guerre froide. Il aurait probablement fallu dissoudre l'OTAN, il aurait probablement fallu accepter que la Russie ait sa zone d'influence, bien évidemment, et ainsi
nous aurions pu avoir un ordre international beaucoup plus différent. Un ordre international qui aurait eu l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie et son influence. Et quelque part, ça aurait été nous, les BRICS, qui auraient pu ensuite être élargis avec la Chine, avec d'autres puissances d'Eurasie. On aurait pu avoir un monde différent. Mais malheureusement, la vision de Brzezinski arrive trop tard. Et il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque, il avait écrit Le Grand Échiquier. Donc, c'était une vision, à vrai dire, presque à 180 degrés qu'il a voulu dire dans son dernier livre, Le Grand Échiquier. C'est-à-dire à 180 degrés. C'est-à-dire qu'il était partisan d'un affaiblissement de la Russie, d'une Russie qui serait divisée, ce serait une sorte de confédération, mais très fragile en plusieurs grands États. C'était ça qu'il voyait en matière de prospective pour la Russie. Et là, le fait est que presque 20 ans, 15-20 ans plus tard, il dit que voilà, en fait, on ne peut pas affronter la Russie et la Chine en même temps. Il faut créer un grand Occident qui intégrerait la Russie et le monde turc aussi. Et le monde turc, y compris. Vous évoquez quelque chose d'intéressant, à savoir que l'Occident aurait pu être à la place des BRICS. Aujourd'hui, les BRICS semblent remettre en cause l'Occident, menacer l'Occident. Pensez-vous à un remplacement d'une certaine manière ? C'est ce que nous assistons si on voit l'évolution des BRICS, parce qu'ils représentent aujourd'hui, je crois, près de 40% du PIB mondial, presque la moitié de l'humanité. Donc c'est un monde qui est en train d'émerger et qu'il va falloir composer. Et d'ailleurs, récemment, lors des derniers sommets, ils avaient présenté un prototype, je crois, de billet de BRICS qui... En 2024, en effet. Oui. C'est ça, oui. Donc, on voit qu'il y a un rabattement des cartes qui est en train de se faire. Et encore une fois, c'est l'affrontement de ce siècle que nous assistons, c'est-à-dire le basculement d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. L'affrontement de ce siècle... comment la France... Le choc du monde. C'est le cas de le dire, en effet. Comment la France est-elle, selon vous, victime de ce choc, de ces deux narratifs, et potentiellement aussi des réseaux mondialistes ? Eh bien, tout simplement par sa vassalisation à travers des structures comme l'Union européenne et l'OTAN, qui nous conduit à aller dans cette politique jusqu'au boutiste contre la Russie et plus largement contre le monde multipolaire. Or, si la France, d'ailleurs, c'est ce que j'explique à la fin de mon livre, j'explique que si la France veut renouer avec la puissance, c'est de renouer avec la souveraineté et son indépendance. Et tant que nous resterons dans ces structures, la France continuera à s'enfoncer et à aller dans une guerre, encore une fois, je le répète, jusqu'au boutiste, parce que là, il serait question d'envoyer un corps expéditionnaire franco-britannique en Ukraine, on entend maintenant récemment les otaniens dire qu'il faudra envoyer à un moment donné des troupes européennes en Ukraine. Donc, le basculement du monde risque de se faire... Même pour assurer le cessez-le-feu ? Même, les cessez-le-feu, ce sera sur les conditions de la Russie. Comme je vous l'ai expliqué, ils n'accepteront jamais la présence de l'OTAN. Donc, c'est ça qui est assez inquiétant. C'est qu'on nous conduit vers un affrontement de plus en plus direct. Et il s'agit de l'avenir de notre pays, l'avenir de la paix en Europe. Dans toutes vos recherches, vous parlez d'un affrontement. Dans toutes vos recherches, est-ce que vous avez le sentiment qu'un autre foyer de tension peut apparaître après l'Ukraine ? Alors, nous avons... Bon, évidemment, on a vu l'Iran, le cas de l'Iran. Évidemment, heureusement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mais il y a la question de Taïwan. Ça va être un foyer de tension à venir. Vous sentez que Taïwan, dans toutes vos recherches, oui, sort en termes de volume suffisamment pour inquiéter le chercheur que vous êtes ? Oui. Je suis convaincu que Taïwan va être le nouveau foyer de tension après l'Iran.
Taïwan, le nouveau foyer de tension après l'Iran. Eh bien, Nicolas Taki, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez publié aux éditions Perspectives Libres du Cercle Aristote, dont vous faites partie, l'essai Le projet atlantiste, un plan contre la paix du monde. Nicolas Taki, merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter, de le partager et puis de le liker avec le petit pouce bleu. Merci à tous et bonne soirée.